Je vous ai déjà dit que la physique est une machine à contredire nos observations les plus spontanées des phénomènes que nous observons. Par exemple, qu'est-ce que je pense avoir fait en aspirant du jus d'orange ? Eh bien, j'ai l'impression que le liquide s'est accroché à l'air que j'ai aspiré et qu'il y a une sorte de force qui l'a fait monter à l'intérieur de la paille. Comment interpréter l'existence ou l'apparition de cette force ? Eh bien, en raisonnant comme les anciens faisaient, c'est-à-dire en disant que la nature a horreur du vide. En aspirant dans la paille, je crée un vide que la nature déteste. Elle demande donc au liquide de monter dans la paille pour empêcher la formation de ce vide qu'elle déteste. Alors, les anciens qui disaient cela avaient toutes sortes d'arguments. Par exemple, ils avaient remarqué que si je prends deux plaques parfaitement lisses et planes, par exemple de verre ou de métal, je peux les faire glisser l'une sur l'autre sans difficulté. Par contre, si je les écarte, je sens une résistance beaucoup plus grande, l'opération est beaucoup plus difficile, et l'explication que je peux en donner, c'est que la nature, ayant horreur du vide, résiste à cet écartement qui créerait l'apparition d'un certain vide. Autre exemple qu'utilisaient les doctes du Moyen-Âge, quand je prends une bouteille d'eau et que je la place dans un froid intense, elle casse. Le gel casse la bouteille. Explication. On pensait à l'époque que la glace occupe moins de volume que l'eau liquide, ce qui est une erreur d'ailleurs, et donc la nature, là encore, demande à la bouteille de se casser pour empêcher la formation d'un vide qui apparaîtrait si l'eau se mettait à geler. Ça fait penser d'ailleurs à une formule très poétique de Gaston Bachelard qui disait « Le vide est comme un facteur d'anéantissement apportant dans toute substance la contagion de son néant ». Il exprimait là l'idée que le vide se manifeste en détruisant par lui-même toute occasion qu'il aurait de se manifester concrètement. En fait, au début du XVIIe siècle, un certain nombre de grands savants comme Galilée et Torricelli en Italie et Blaise Pascal en France ont montré que cette explication est complètement fausse. En fait, il existe une pesanteur de l'air, la pression atmosphérique, qui est l'équivalent d'une masse de 10 tonnes qui appuierait sur n'importe quelle surface d'1 mètre carré au niveau du sol. Il y a une pression de l'air du haut vers le bas. Et quand on tient compte de cette pesanteur de l'air, on ne croit plus à cette existence d'une horreur que la nature aurait pour le vide. On doit au contraire considérer que cette pression est tellement forte qu'elle fait que l'air s'infiltre dans n'importe quel interstice qui est laissé à sa disposition, de sorte que le vide est empêché facilement d'apparaître, ou plutôt est empêché d'apparaître facilement. Et comment interpréter ce que j'ai fait tout à l'heure en buvant du jus d'orange avec une paille ? En disant tout simplement que cette pression de l'air appuie sur la surface du liquide, de même qu'elle appuie sur la surface du liquide qui est dans la paille quand je n'aspire pas dans la paille. Mais si j'aspire dans la paille, je crée à l'intérieur de la paille une dépression qui fait que la pression du haut vers le bas va faire monter le liquide du bas vers le haut. Et donc il y a une sorte d'inversion du raisonnement. Et cette découverte qui a été faite au XVIIe siècle, a produit une sorte de basculement dans l'histoire de la physique et a eu des conséquences dans des domaines assez inattendus. Par exemple, Blaise Pascal a écrit un petit texte dans son traité du vide qui est relatif à l'allaitement des nourrissons. Il écrit que, finalement, quand un nourrisson tète le sein de sa nourrice, eh bien, c'est la pesanteur de l'air qui propulse le lait dans la bouche du nourrisson. Il écrit ceci. Quand un enfant a la bouche alentour du bout de la mamelle de sa nourrice, quand il suce, il attire le lait. Cela vient de ce que la mamelle est pressée de tous les côtés par le poids de l'air qui l'environne, excepté en la partie qui est dans la bouche de l'enfant. Fin de citation. Ainsi donc, un bébé qui tète un sein n'aspire pas le lait, sa bouche se contente de recueillir la précieuse substance qui est propulsée grâce à la présence pressante de l'atmosphère terrestre. Et maintenant, j'ai une question à vous poser. Vous avez remarqué qu'un certain nombre d'animaux sont capables de boire de l'eau qui est beaucoup plus basse que leur estomac. L'exemple le plus spectaculaire, c'est la girafe, dont le cou a une hauteur de l'ordre de 2 mètres à 2,50 m. Comment fait-elle pour aspirer de l'eau sur une hauteur aussi grande ? On a envie de penser qu'elle utilise son cou comme une paille. Mais un simple calcul montre que la dépression qu'elle devrait installer dans son propre cou pour que l'eau puisse monter d'une hauteur aussi grande est tellement forte que la trachée artère ne supporterait pas la pression extérieure venant de l'air qui l'entoure. Et donc, elle a dû inventer, si on peut dire, un autre moyen. La question que je vous pose est, quel est ce moyen ? Je vous laisse réfléchir là-dessus.
à la vôtre.